Marie-Pierre, c'est à toi. Vas-y, Bon, Marie-Pierre. d'accord. Nouveau Facebook des éditions Arcane 17 et aujourd'hui avec Thomas Porte qui vient de publier Au cœur de la haine. Bonjour Thomas, tu vas bien? Ça va, très bien, merci. Et toi, Marie-Pierre? Ben écoute, il fait beau aujourd'hui à Tarbes, donc je vais plutôt bien. Alors, comment tu vis ce confinement? J'allais te dire ce déconfinement, mais tu es entre les deux là en ce moment. Ouais, disons que comme tout le monde, on s'adapte puisqu'on est maintenant confiné depuis quasiment 6 semaines, donc on prend nos marques. Pour ma part, je lis, j'écris, je regarde l'actualité. Et j'ai préparé cet après-midi une tribune sur la question de la SNCF qui sortira demain sur le site de Regard pour répondre au patron de la SNCF qui a dit hier qu'il fallait supprimer des emplois. Et je crois que la réponse en termes de transport, elle est plutôt à la hausse. Il faudra embaucher des cheminots. Donc voilà. Ben écoute, on est en plein cœur du sujet, donc on va rentrer de plein pied dans ton livre. Bon, Thomas, pour te présenter, tu es syndicaliste, tu es responsable du Parti communiste. Et puis, pendant le printemps 2018, tu as été, comme d'autres salariés, comme d'autres cheminots, ben, au cœur d'un mouvement social très fort, hein, puisqu'on ne l'avait pas vu depuis des années et des années. Et puis d'ailleurs, tu as été un des visages hein, qui était présent dans les médias notamment, est arrivé le 21 avril 2018, que je ne me trompe pas, et là, un événement qui a quelque part fait basculer ta vie, en tout cas qui t'a amené à écrire le livre. Tu nous en parles? Effectivement, le 21 avril, donc tu l'as rappelé, on était en plein conflit des cheminots à l'époque sur la question de la réforme du ferroviaire. Et à ce moment-là, il y a eu une opération qui a été menée dans un col des Alpes, le col de l'Échelle, par Génération Identitaire, et d'autres militants d'organisations européennes, parce que c'est important, on y reviendra à la fin, et avec des moyens colossaux, c'est-à-dire 2 hélicoptères, pour bloquer la frontière autour du slogan Stop Migrants, et pour dire qu'en gros, l'immigration était le cœur du problème. Et donc moi, comme beaucoup de personnes, j'ai été choqué par cet acte qui était odieux, et aussi par la non-réponse quand même du pouvoir politique à l'époque, puisque je me rappelle qu'on disait, le ministère disait j'ai l'opération sous contrôle, on laisse faire, et nous en parallèle, on était sur les voies, et on nous envoyait les CRS 10 minutes après. Donc il y avait quand même 2 poids 2 mesures. Et donc j'ai réagi sur le réseau Twitter en me disant toute mon indignation avec des mots un peu forts. Et je suis rapidement passé à autre chose, puisque la bataille des cheminots continuait et on connaît tous l'instantanéité des choses. Et pour moi, c'était une réaction politique à un fait politique. Et j'ai continué la bataille des cheminots. Et quelques semaines après, en juillet, j'ai eu un huissier de justice qui m'a appelé pour me dire qu'il avait un acte à me remettre. Et donc là, c'était Génération Identitaire qui m'a signé en justice pour injure publique suite à mes propos sur Internet. Bon, ben voilà, on est rentré sur le livre, puisque tu le commences en racontant cette anecdote, enfin ce fait. Tu as décidé donc, face à cette assignation, ben, de faire le tour de France, à la fois des places fortes de l'extrême droite et des résistances à l'extrême droite, et ça donne l'essai politique que tu signes aux éditions Arcane 17, Au cœur de la haine. Alors, au début de ton livre, tu dis que tu fais partie de la génération d'un autre 21 avril, le 21 avril 2002. Entre 2002 et 2018, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays pour que l'extrême droite ait pignon sur rue et pèse autant dans le débat? Je crois que effectivement, quand il y a eu Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, moi, j'étais pas encore en âge de voter, mais c'était quand même un séisme politique dans un pays comme la France d'avoir l'extrême droite au second tour. Et moi, je me souviens de cette époque-là, il y avait une colère et une indignation qui étaient de tous bords, j'ai envie de dire, de toute sensibilité politique. Et il y avait un 1er mai extrêmement fort entre les deux tours à l'époque. Si aujourd'hui on fait le parallèle avec ce qui s'est passé avec Marine Le Pen, peu de réactions ou pas assez fortes, à mon avis, et très peu de manifestations. Et puis quand on étudie les résultats, ce que j'ai fait, c'est qu'on voit quand même qu'entre les deux périodes, Marine Le Pen, elle a gagné 5 millions de voix de plus que son père à l'époque. Et surtout, moi, ce qui m'a alerté, c'est qu'à l'époque, Jacques Chirac avait progressé de 350% sur les votes entre le premier et le deuxième tour. Et là, Emmanuel Macron, entre guillemets, il progresse que de 50%. Mais si elle a pignon sur rue, cette extrême droite, c'est qu'il y a aussi une banalisation, un laisser-faire et un tapis qui est déroulé dans les médias avec aujourd'hui des éditorialistes, des journalistes, des gens comme Éric Zemmour qui ont une aura incroyable et qui touchent beaucoup de monde et qui leur permet de dérouler un discours. Et il y a aussi, à mon avis, une bataille des idées qu'on a quelque part abandonnée, où on a laissé faire sur certains terrains, soit par choix politique, soit par difficulté, je crois. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette situation-là, c'est que l'extrême droite, le fait qu'elle soit au second tour, on considère que c'est normal.
Et elle est quelque part en position, on le voit dans d'autres pays européens, de gagner des élections au plus haut niveau des pays. Donc c'est extrêmement inquiétant. Et il y a eu un bouger avec une porosité aussi avec la droite, avec ce qu'on a appelé l'union des droites, tout ce travail-là, qui fait qu'on a aujourd'hui une espèce de magma idéologique qui va de l'extrême droite à la droite parfois centriste. Tout à fait. Et alors donc, ce que tu décides de faire, c'est suivre la territorialisation de l'extrême droite, parce qu'il y a cet élément-là qui fait qu'elle s'ancre dans les rapports de force et elle s'ancre également dans les élections. Donc, tu choisis des destinations qui n'ont rien à voir avec le hasard. Hein. Je cite des destinations, Hénin-Beaumont, Hayange. Tu prends la Sarthe, qui est un département rural. Tu prends ensuite les Alpes-Maritimes et Lyon, je crois, ne rien avoir oublié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre au travers de ces étapes qu'il y a plusieurs manières d'arriver au vote d'extrême droite. Je te laisse la parole pour en parler. Effectivement, il y a quand même une disparité à la fois de l'électorat et de ce qui pousse à voter extrême droite dans ce pays. Parce que si on prend les chiffres des dernières élections régionales, l'extrême droite en France, c'est quand même 358 élus régionaux, ce qui est énorme. Et mon premier déplacement, j'ai choisi de le faire à Hénin-Beaumont parce que c'était une mairie symbolique. Ça a été pendant très longtemps un bastion de la gauche, des communistes et après des socialistes. Et vous arrivez dans cette ville, vous avez la place Maurice Thorez, les rues Paul Vaillant-Couturier, enfin, c'est quelque chose qui vous marque, et notamment un très fort bassin minier. Et aujourd'hui, c'est une mairie qui a basculé à l'extrême droite aux dernières élections municipales en 2014. Et d'ailleurs, le maire a été réélu dès le premier tour à 60% cette année. Et quand j'ai été sur le terrain, j'ai rencontré différents acteurs locaux. Et eux, ce qui est ressorti, c'est un abandon total et un sentiment d'être laissé pour compte. Il y a évidemment une casse absolue des services publics. Il y a eu là-bas une désindustrialisation majeure. Et la région des Hauts-de-France, entre 2009 et 2015, c'est 234 fermetures d'usines. Donc il y a une paupérisation de la société qui a permis de déboucher sur ce vote-là, je dirais. Et j'ai entendu très peu de propos racistes parce que c'est des générations qui ont grandi Voilà. avec des mineurs. Donc il y a beaucoup de nationalités qui se sont côtoyées. Ils sont pas du tout sur ça. Mais c'est un sentiment d'abandon. Et le discours là-bas du Front National est un discours extrêmement social qui, si vous changez l'étiquette de la personne qui s'exprime et le nom du parti, on peut s'y retrouver dedans très clairement. Tout à fait. Alors, on retrouve ce même trait également à Yange. Et puis, c'est vrai que sur la Sarthe, on sent qu'on est au cœur d'un territoire rural où la question de l'abandon face au phénomène de métropolisation est présente. Donc, il me semble que c'est un second point qui peut amener cette idée de déclassement territorial qui peut amener à faire monter le vote extrême droite. Là encore, tu rencontres des acteurs. Effectivement, dans la Sarthe, c'est un département où l'extrême droite n'existait pas il y a 15 ans. Et là aussi, si on prend les chiffres des dernières régionales, ils sont en tête dans quasiment 80% des communes au premier tour. Moi, ça m'intéressait de comprendre pourquoi, dans ce territoire-là, où la question de l'immigration, elle n'est pas présente, la question de l'insécurité, elle n'est pas présente, qui sont quand même les deux thèmes où l'extrême droite essaye de surfer dessus au niveau national, pourquoi on avait ce vote-là. Et là, il y a plusieurs, effectivement, en Sarthe, il y a l'abandon total et les services publics qui n'existent quasiment plus. Hein, où vous avez une ligne de train, vous avez quasiment plus d'hôpitaux publics, c'est vraiment très faible en termes d'infrastructure. Donc il y a un sentiment d'être isolé et de ne pas avoir de réponse au problème. Et là-dessus, c'est ajouté une partie qu'on connaît peu en Sarthe, mais il y a eu aussi beaucoup de fermetures d'usines. Et notamment dans cette période-là, il y a eu la bataille pour la papeterie Argo-Wiggin qui a marqué beaucoup les esprits, où dans un territoire au fond de la Sarthe, vous avez une usine qui employait 1000 personnes, qui a été fermée pour 25 millions d'euros. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on connaît l'échelle des richesses en France, c'est très peu. Et les gens ont été abandonnés. C'était un territoire qui votait déjà 47% pour Marine Le Pen. Et si vous prenez les résultats au lendemain des élections européennes, elle fait plus de 50% à l'extrême droite. Et ce territoire-là, il a aussi une particularité, c'est que c'est le bastion de François Fillon. Il y a eu un rôle idéologique très fort, et notamment pendant la manif pour tous, où sur une seule journée, il y a eu 12 départs de bus pour Paris, avec 2500 personnes de la Sarthe qui sont venues à Paris manifester contre le mariage pour tous. Donc c'est ça qui est très fort. Oui, tout à fait. Donc, on reprend le thème de la porosité entre les valeurs de droite, le discours de droite et le fond idéologique de la droite et de l'extrême droite. Il y a ensuite, dans tes étapes, Nice. Alors, Nice, racisme, migrants, il est terrible, hein, ce chapitre, hein, notamment quand on regarde les trains. Donc, tu vas nous parler, j'imagine. Pour moi, c'est peut-être le plus violent et celui où je l'ai ressenti le plus difficilement, même si je ne suis pas impacté, mais
quand on parle de l'extrême droite et du racisme, on en parle souvent, mais très rarement on le côtoie de près en vérité, sauf si on est sur le terrain, et c'est ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes, parce que je me suis rendu à Menton, donc quand vous arrivez là-bas, c'est vrai que c'est très beau, vous arrivez en train, vous longez la côte, il y a du soleil, des belles maisons, mais quand vous creusez, c'est un territoire qui est gangréné par les inégalités, mais de façon extrêmement importante. Vous avez surtout un paysage politique où l'extrême droite, elle est là-bas implantée depuis déjà 10, 20 ou 30 ans, avec une porosité avec la droite qui est assumée, puisque vous avez des candidats dans des municipalités qui sont une fois élus avec le FN, une fois élus avec la droite, et ça rechange d'étiquette, et ça revient. Et la gauche, elle n'existe quasiment pas du paysage politique. Et moi, ce qui m'a marqué, tu parlais des trains, Marie-Pierre, c'est l'espèce de chasse à l'homme qui a été organisée dans les transports publics avec le concours de la direction de la SNCF. Vous allez à la gare de Ventimille, donc qui est la dernière gare avant la frontière. Ce que m'a dit un syndicaliste, on dirait la frontière de la Roumanie d'il y a 20 ans. C'est-à-dire des barbelés partout autour de la gare, des CRS qui contrôlent tous les trains, qui montent dans les trains. Ils arrêtent y compris les trains fret, ce qui est quand même particulier, où ils regardent sous le train s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est caché. Ils ont 3 niveaux de contrôle. Les 3 gares avant la frontière, les trains sont contrôlés. Et ils avaient appelé à l'époque les cheminots à dénoncer les migrants qui étaient dans les trains. Donc évidemment, très peu de cheminots ont joué ce rôle-là et ont dénoncé et sont intervenus pour faire cesser cette pratique. Et pourquoi ils suivent la ligne de train, en fait, ces gens-là? C'est qu'ils n'ont pas de carte pour se repérer, les migrants. Et leur marqueur pour se déplacer sur le territoire, c'est la ligne de train. Donc ça a été... Et moi, il y a un témoignage qui m'a marqué, et j'en parle dans le livre, c'est un conducteur de train qui dit, il conduit le train pour aller vers Nice, Menton, et à l'aller, il voit des migrants qui font le chemin inverse à pied. Et c'était en début de soirée. Et il dit, j'ai 2 choix. Il dit, soit je dis rien à la direction et à la police, et je prends le risque au retour de les écraser, soit j'appelle pour dire qu'il y a des gens sur les voies, et je sais qu'ils vont se faire arrêter. Et donc il a réfléchi tout le trajet aller, et au retour, il s'est dit, ben, je suis obligé d'appeler la police, parce que je ne peux pas assumer de faire écraser des gens. Donc c'est pour vous dire les situations dans lesquelles se retrouvent les militants qui sont syndicaux ou politiques dans ces territoires-là, et ils n'ont pas de point d'appui politique, parce que la droite et l'extrême droite réunis fait 80 ou 90% à toutes les élections. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est qu'à chaque fois, tu fais le diagnostic territorial de la montée de l'extrême droite, mais tu le fais également en ouvrant des guillemets et en laissant la place au témoignage de terrain des acteurs, des gens qui résistent à l'extrême droite. Donc, dans la dernière étape française, moi, j'ai appris quelque chose que je n'avais pas compris avant. C'est pourquoi Marion Maréchal Le Pen a décidé d'ancrer son école, enfin son établissement d'enseignement supérieur à Lyon. Ouais, Lyon, c'est un cas très particulier parce que l'extrême droite fait des scores qui sont peu ou pas élevés et encore moins élevés dans le 4e et 5e arrondissement, là où là où vous avez les locaux de Génération Identitaire. Je vais peut-être commencer par ça. Le centre-ville de Lyon, vous prenez une rue qui fait 200 mètres de long, vous aviez pendant plusieurs années Génération Identitaire, le GUD, le Bastion Social, enfin, que des groupuscules d'extrême droite qui avaient pignon sur rue et qui avaient des locaux ouverts. Il y avait 7 commerces sur 200 mètres. Donc Gérard Collomb, qui a un rôle pas tout à fait clair quand même dans cette histoire, a pris des arrêtés pour faire des fermetures administratives. Mais Génération Identitaire a toujours ces 2 locaux ouverts puisqu'ils ont gagné au niveau du tribunal pour réouvrir, puisque en vérité, ce n'est pas vraiment une décision politique, c'est simplement un choix administratif qui se conteste assez facilement. Donc Lyon, pourquoi? Parce que c'est là où la première fois, il y a eu déjà une rupture entre la droite et l'extrême droite. C'était Charles Mignon qui avait, pour garder le conseil régional de la région, avait accepté un accord à l'époque avec Bruno Gollnisch, dirigeant du Front National. Et c'était la première fois qu'il y avait une alliance entre la droite et l'extrême droite pour gagner une élection. Et ça avait marqué dans le paysage politique. Et les observateurs là-bas disent que Laurent Wauquiez, aujourd'hui, c'est un peu sa ligne. Et sa tendance politique, elle se retrouve dans la pratique de Charles Mignon, puisqu'on connaît la porosité de la droite incarnée par Laurent Wauquiez. Et après, il y a un facteur, c'est le milieu universitaire, qui à Lyon a très lourdement compté, puisque suite aux mobilisations de 1968, il y a eu une scission des facs, et ça a débouché sur la fac Lyon 3, qui a été une fac qu'on a appelée d'extrême droite. Alors, ce n'était pas la totalité des enseignants, il ne faut pas non plus tout mélanger, mais vous aviez un noyau d'enseignants qui étaient des dirigeants d'extrême droite, qui dirigeaient les revues scientifiques du Front National à l'époque, et qui avaient noyauté avec des choses qui sont extrêmement graves. J'ai découvert qu'il y avait un prof d'allemand à l'époque, qui avait, j'ai oublié son nom, mais qui avait validé la première thèse négationniste de l'histoire de l'université française. Donc c'est quand même des choses qui marquent, et ça a infusé durablement dans le paysage. Bruno Gollnisch a été jusqu'en 2011 prof dans cette fac-là. Bon, finalement, l'éducation nationale a décidé
de mettre un grand coup de balai, mais il y a quand même des réflexes qui restent, puisque j'en parle dans mon livre. On a vu qu'il y a quelques temps, il y avait une professeure d'origine étrangère qui avait eu des liens avec les milieux d'extrême droite, qui avait quand même été recrutée. Donc tout ça pour vous dire que Marion Maréchal Le Pen, si elle vient à Lyon, c'est aujourd'hui pas un choix hasardeux, c'est vraiment le laboratoire des idées en termes de groupuscules, en termes d'universitaires, le rôle de l'Église intégriste qui est très fort aussi. Il y a une espèce de bouillonnement intellectuel de l'extrême droite qui est sur Lyon et qui est aujourd'hui extrêmement préoccupant. Tout à fait. Et donc, après cet exemple, il est terrifiant quand même, hein, l'exemple de Lyon, parce que c'est du fascisme assumé. Donc, c'est pas simplement un électeur qui a un peu honte ou quelqu'un qui est raciste, qui peut évoluer. C'est vraiment une idéologie en tant que telle où on discrimine une partie de l'humanité et où on pense qu'il y a des gens qui peuvent vivre et d'autres qui sont des parias, pour aller rapidement. Juste sur Ouais, Lyon, pour te dire, parce qu'effectivement, c'est assumé et c'est un côté extrêmement violent. Puisqu'il y a des agressions, vous avez aujourd'hui des militants que j'ai rencontrés, quand ils rentrent chez eux, quand ils habitent dans le vieux Lyon, ils prennent jamais le même itinéraire. On a eu la fédération du Parti communiste qui a été plusieurs fois attaquée. Il y a eu des agressions extrêmement nombreuses. Il y a un collectif de vigilance de l'extrême droite dans le Rhône qui liste les interruptions temporaires de travail qui sont dues à des agressions de l'extrême droite. Il y a une violence assumée qui est préoccupante parce que là, c'est quand même. Vous vous baladez dans la rue, vous êtes communiste, syndicaliste, noir ou juif, vous pouvez prendre sur la gueule, entre guillemets, pour être vulgaire, par des gens de l'extrême droite. Oui, tout à fait. Pour les gens qui banalisent l'extrême droite et qui disent Macron ou l'extrême droite, de toute manière, ça sera plus de régression sociale, c'est du pareil au même. Je leur conseille ardemment de lire ton livre. Je pense que ça fera évoluer certaines perceptions. Et donc, au-delà des frontières de France et du Tour de France que tu fais, à un certain moment, c'est pas un certain moment, c'est à la fin, c'est le dernier chapitre avant la conclusion, tu veux parler d'Europe. Pourquoi ce choix? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une. Tu as été député européen, donc tu sais. Je sais pourquoi, mais je veux que tu le dises. Tu sais pourquoi aujourd'hui j'ai parlé d'Europe, parce que l'extrême droite, elle est arrivée au pouvoir dans d'autres pays européens. Parce que j'ai participé à un débat il y a quelques semaines en Bretagne où quelqu'un qui a écrit un livre sur l'extrême droite dit « Je ne crois pas à ce que la France bascule dans l'extrême droite et ils ne gagneront jamais une élection présidentielle parce qu'il y a l'histoire du pays, parce que voilà. » Moi, je m'inscris en faux là-dessus. Ça peut basculer à n'importe quel moment. Et on voit que ce que j'ai voulu montrer, c'est que dans d'autres pays européens, là où ils arrivent aux affaires, c'est extrêmement préoccupant pour les libertés individuelles, pour le droit du travail, pour toutes ces questions-là. Bien évidemment, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est pas du tout pareil. Je m'inscris moi aussi en faux là-dessus. Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Mais quand l'extrême droite arrive aux affaires, c'est préoccupant. J'ai regardé plusieurs pays. Moi, il y en a un qui m'a marqué, que je ne connaissais absolument pas, c'est la question du Danemark, où j'ai découvert des choses tout à fait horribles. Aujourd'hui, l'extrême droite au Danemark, elle ne fait plus de score important. Elle gagne plus beaucoup d'élections, elle est plus représentée au gouvernement. Mais pendant 10 ans, elle a fait des scores comme le Front National en France. Elle a fait des accords de gouvernement et ça a débouché sur des lois qui sont terribles. Par exemple, au Danemark, si vous avez, que vous soyez danois ou danoise d'ailleurs, homme ou femme, moins de 24 ans, vous ne pouvez pas vous marier avec une personne qui a moins de 24 ans et qui est étrangère. Et si elle a plus de 24 ans et qu'elle est étrangère, il y a des conditions. Il faut avoir, je crois, 9 000 euros sur son compte, passer un diplôme d'attachement à l'État danois, montrer que vous aviez un diplôme d'une grande école. Alors, une grande école, pour eux, c'est Harvard, donc vous voyez, c'est quand même assez réduit. Donc, il y a cette loi qui est passée. Et après, il y a une loi qui a été adoptée en 2015 qui s'appelle la loi de confiscation des bijoux et qui là rappelle quelque chose qui s'est passé en France pendant la guerre. Quand vous avez un demandeur d'asile qui arrive, ils peuvent lui saisir pour une certaine somme des bijoux qu'il a sur lui pour financer ce qu'ils estiment être les frais qu'il coûte au pays danois. Donc c'est extrêmement grave et on voit que de telles lois, en France, j'en parle dans mon livre, saisir les bijoux des gens qui arrivaient, c'était les juifs. C'est ce que demandaient les nazis quand ils occupaient la France, la loi d'arianisation. Donc on voit qu'il ne faut pas banaliser ça. Et justement, moi, ce que j'ai voulu en parler, c'est pour dire attention, quand ils arrivent au pouvoir, c'est très difficile de les virer après. On le voit avec les municipalités FN en France. Elles ont toutes regagné les élections au premier tour et assez largement. Donc il y a ces exemples. Tout à fait, elles ont gagné les élections. Il faut ajouter que le fascisme, c'est quelque chose qui contamine les rapports sociaux, qui contamine les discours dominants, qu'il peut y avoir du fascisme doux.
Et là encore, on a trop tendance à le banaliser, le rapport de force au Parlement européen, même si tous les fascistes n'arrivent pas à se liguer les uns les autres, a extrêmement évolué, à tel point d'ailleurs qu'il y a un raté sémantique qui n'en est pas un. Et on a créé un commissaire en charge de la protection du mode de vie européen. Ce commissaire-là, il a en charge les migrants. Donc, c'est très significatif, me semble-t-il. Parmi les discours qu'on voit actuellement, quand même, et je trouve moi que c'est une manière aussi de contaminer les choses, on voit un discours ultranationaliste se développer. On a vu ce qui se passe avec le Brexit. Et parfois, et je ne crois pas que le virus va améliorer les choses, un discours très souverainiste assumé. T'en penses quoi de ça et comment en parles-tu dans ton livre? Mais c'est extrêmement préoccupant puisque la crise aujourd'hui qui frappe l'ensemble du monde, effectivement, elle entraîne le retour de la pensée du repli sur soi qui était déjà présente. Et l'échec de la réponse solidaire européenne, il va alimenter ça. On voit, j'ai regardé en Italie, Salvini a invité tous les maires de son parti à enlever les drapeaux européens des mairies, ce qui est symbolique, mais ce qui en dit long quand même. Et on voit revenir une fracture entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Donc c'est vraiment inquiétant. Et je crois qu'il ne faut pas sombrer dans cet état-là. Et si on veut que l'extrême droite elle recule partout, ça passera par plus de progrès social, par plus de solidarité, par des réponses communes. En vérité, dans les territoires où il y a des services publics, où il y a de l'emploi, où il y a un partage équitable des richesses, l'extrême droite, elle est peu ou pas présente parce qu'elle prospère sur la misère, sur la précarité des gens. Et ils jouent sur la souffrance pour gagner des voix. Mais la crise européenne qui est aujourd'hui ouverte, d'ailleurs, ils ne sont toujours pas mis d'accord sur le financement de certains pays par rapport aux dépenses que va engendrer le coronavirus, va entraîner une montée des nationalistes et des populistes si on ne trouve pas les conditions de répondre de façon solidaire. Mais c'est aussi quelque part l'échec des politiques libérales, et j'en parle dans mon livre mené par l'Union européenne. On a tous en mémoire la question de la Grèce. On avait quand même un peuple qui s'était levé pour dire qu'il refusait les politiques austéritaires, et l'Union européenne a décidé que la parole du peuple, elle ne valait pas parce qu'elle ne correspondait pas à ses attentes, et on a appliqué autre chose. Et donc ça, effectivement, ça entraîne après un vote de défiance qui se reporte majoritairement sur l'extrême droite. Oui, d'ailleurs, bon, on va arriver sur la conclusion que tu donnes, mais tu as un livre qui est très démonstratif, qui n'a pas vocation à apporter des solutions à tout. Tu es un acteur social, tu fais de la politique, mais il faut articuler les deux. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est ce que tu viens de dire. En France comme en Europe, on peut être à la fois dénoncer les politiques menées et continuer à vouloir porter des alternatives. Et donc, en conclusion de ton livre, tu travailles l'articulation entre bataille d'idées, entre bataille sociale, qui dans ton livre sont au premier plan, et entre le fait qu'il y a besoin d'une gauche. Tu assumes le mot gauche? Moi, je l'assume totalement. Je crois que je suis absolument pas d'accord avec celles et ceux qui aujourd'hui disent que le mot gauche n'a plus de valeur ou il a été certes durablement abîmé, mais ce que je dis dans la conclusion de mon livre, c'est que un des points clés pour battre l'extrême droite et les faire reculer, c'est de repolitiser le débat, et notamment sur le clivage gauche-droite, qui est pour moi hyper important. Parce que quand on est militant politique ou syndical, pour nous, le mot gauche, ça veut dire quelque chose. C'est aussi pour ça que j'ai voulu parler de l'Europe. Parce que quand on voit les lois régressives qui sont menées à l'échelle européenne, si vous prenez un exemple, la Hongrie, par exemple, Orban fait voter une loi où le patronat peut imposer 400 heures supplémentaires aux salariés payables 3 ans après. Je crois que c'est un exemple XXL de ce qu'est l'extrême droite, un parti ultralibéral et raciste. Et aujourd'hui, il faut mener cette bataille, et la gauche, elle doit la mener et elle doit l'assumer. Et je le dis, et ça ne va pas faire plaisir, mais sur la question des migrants, on n'a pas assumé. En tout cas, une partie de la gauche, elle n'a pas assumé de prendre position de façon claire. On a eu des exemples multiples de tribunes où pour une virgule ou pas, on n'a pas voulu signer, ou parfois, je pense, pour des calculs politiques. On n'a pas assumé ce qu'on était. Et je crois qu'on ne gagnera pas si on n'assume pas nos idées, et il faut les porter haut et fort. Et moi, je préférerais toujours perdre des élections parce qu'on assume nos valeurs et qu'on est clair sur ce qu'on porte et sur ce qu'on revendique, plutôt que d'accepter de ne pas dire les choses parce que ça ne va pas rapporter des voix. Ça ne mène nulle part, et ça mène à avoir une défaite de la gauche idéologique. Alors il faut articuler effectivement la bataille sociale avec plus de luttes victorieuses. Il y a d'ailleurs dans mon livre, moi je ne m'attendais pas à cette remarque, mais un acteur me dit, tu sais, quand on gagne l'ouverture d'un bureau de poste dans un village, on fait reculer l'extrême droite.
Donc moi, je lui dis, je ne raisonnais pas comme ça, même si on est tous conscients de l'importance des services publics. Il me dit, mais tu sais, quand tu maintiens ce lien-là, que tu as un service public dans un village, qu'il y a des échanges, que les gens ont le sentiment de ne pas être oubliés, l'extrême droite, elle ne peut pas s'installer. Oui, tout à fait. Et on peut souligner quand même que dans la campagne européenne, le choix de Yann d'assumer justement le combat pour les migrants et autres a été un choix courageux et dont on peut que féliciter. Tu as une question là, Thomas, qui est la crise aujourd'hui mène à une réduction des libertés individuelles. Peut-on craindre à une montée du Front National, du Rassemblement national en France et en Europe? Effectivement, elle mène à une réduction des libertés individuelles et on peut être que inquiet sur le fait, on ne va pas faire le débat sur le tracking et tout ça, mais on a vu aujourd'hui que pour sortir, il faut une attestation, on va avoir des données de santé qui vont être mises en place et des régimes européens qui sont déjà dans l'extrême droite ont réduit drastiquement les libertés individuelles. Et le risque qu'il y a derrière, c'est effectivement que l'extrême droite, elle prospère sur ce discours-là et pas simplement sur la réduction des libertés, on en parlait tout à l'heure, sur la question de la souveraineté, sur la question de la fermeture des frontières qui aujourd'hui revient mais avec force, y compris sur la question, moi je le dis attention, sur la question de la relocalisation. L'extrême droite va jouer sur cette question-là pour dire il faut revenir en France, c'est aux Français, c'est ce pays, c'est notre nation. Un discours qui peut paraître social, mais elle peut jouer là-dessus. Donc s'il n'y a pas une gauche en face qui est rassemblée, et ça c'est vraiment pour moi une priorité, et je crois que c'est aussi une urgence à mener dans les semaines à venir, c'est comment on construit cette gauche-là, comment elle se rassemble et comment on arrive à créer les conditions. Alors, c'est pas facile, ça fait des années qu'on mène cette bataille-là, mais je crois que la riposte à l'extrême droite, elle passera parce que toutes les forces de gauche progressistes, écologiques, syndicales, citoyennes puissent trouver un terrain d'entente. Et je crois que majoritairement, on est quand même d'accord sur beaucoup de choses, qu'il faut simplement arriver à le faire. Et il y a une urgence à créer les conditions. Et on a vu que la réforme des retraites, je fais le parallèle avec ça, les gens demandaient à ce que la gauche soit rassemblée. Et même là, de mémoire, on n'avait pas réussi à avoir un programme commun sur la réforme des retraites, une proposition commune de la gauche. Donc c'est un travail qui va nous amener et nous occuper. Et je crois qu'il faut le réussir parce que l'extrême droite, elle peut sortir victorieuse de la crise derrière du coronavirus. Oui, tout à fait. Et donc, écoute, je vais te poser une question qui a trait à ton livre. Toi, dans la période qui s'ouvre, il va y avoir le militant, il va y avoir le salarié, mais comment comptes-tu continuer à porter ce livre et la voix singulière que tu portes dans ce livre? Je crois que moi, je suis prêt à aller sur n'importe quel territoire à discuter de ces questions-là. Et je crois qu'il faut mener des initiatives au plus près des gens qui sont en lien direct avec l'extrême droite parce qu'on peut écrire un livre et on peut travailler ces questions-là, mais les meilleurs experts, ce sont ceux qui sont au contact direct de l'extrême droite. Et moi, les témoignages dans mon livre des responsables du secours populaire locaux qui sont en proie directe avec ces gens-là et la guerre qu'ils leur mènent, c'est quelque chose de... C'est hyper important, il faut le travailler, il faut expliquer. Et comment je vais mener le combat? Je vais continuer à faire ce que je fais et je vais me mettre au service de ceux qui veulent mener la bataille contre l'extrême droite. Moi, je suis disponible pour aller, pour travailler, pour discuter, échanger. Et, et voilà, ce livre-là, il livre aucune solution clé en main parce que c'est pas l'objet du livre, mais il livre des éléments de compréhension et surtout il ouvre au débat et il permet de dire qu'est-ce qu'on va faire demain pour essayer de battre l'extrême droite, la faire reculer. Et la priorité, je l'ai dit, on finit là-dessus, peut-être, c'est engagement social et rassemblement de la gauche. Et la bataille des idées, c'est un créneau, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour moi, c'est essentiel. Et ce livre-là, j'ai voulu montrer qu'on peut déconstruire le discours de l'extrême droite parce qu'il y a les mots et les actes. Et on entend des choses qui est un discours de gauche qui, derrière, porte des idées d'extrême droite. Un exemple sur la réforme du ferroviaire, à l'époque, les députés européens du Front National disaient tous à la radio, il faut défendre le service public, il faut maintenir les gares ouvertes, il faut défendre le statut des cheminots. Sauf qu'en parallèle, au Parlement européen, ils votent tous pour les paquets ferroviaires, ce qu'on appelle, qui est la libéralisation du rail, qui de fait acte la privatisation et l'ouverture à la concurrence de la SNCF, donc la fin du statut. Et aujourd'hui, il y a ce double discours-là, et quand vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément militant politique ou syndical, qui écoutait ces gens-là parler à la radio, sans savoir qui ils sont, ça peut avoir un discours qui est audible pour une catégorie de la population. D'ailleurs, Florent Philippot l'avait très bien compris quand il a été pris dans l'entourage de Marine Le Pen. C'était le virage social, entre guillemets, surtout sur le discours de l'extrême droite, qui a touché. Et aujourd'hui, ce discours-là, en tout cas dans les territoires, par exemple, du nord de la France, il a une audience. Tout à fait. Il faut regarder en particulier comment se prononce l'extrême droite sur l'écologie et sur la démocratie et on voit immédiatement la faille. Parce qu'autrement,
En effet, on a le discours social. Une dernière question, quand tu as pris ton bâton de pèlerin, que tu es parti faire le Tour de France, est-ce que tu t'attendais aux résultats que tu couches sur papier via ton livre? Non, absolument pas, parce que c'est une première pour moi et j'ai toujours eu envie d'écrire et disons que ça m'a donné l'occasion de le faire, mais j'avais pas, quand je suis parti, j'avais pas l'idée structurée du livre de telle manière, je savais pas sur quoi ça allait déboucher. Donc je me suis lancé et mon premier déplacement, je l'ai engagé à Hénin-Beaumont en contactant des acteurs locaux, et notamment Marine Tondelier, qui est une élue Europe Écologie Les Verts, qui a écrit un livre qui s'appelle Un an sous le front et qui raconte comment elle a mené la bataille. Et donc j'ai contacté les gens et je suis allé écouter leurs témoignages. C'est aussi ça que je veux faire vivre dans le livre, c'est la parole de ces gens-là qui aujourd'hui racontent ce que c'est être militant ou élu dans un territoire où l'extrême droite est aux affaires. C'est quelque chose qui peut figer. Et tu l'as dit, moi j'invite, si on doit, le chapitre sur Lyon, il est extrêmement symbolique parce qu'il dit toute la force de l'extrême droite, toute sa violence et tout le danger qu'il y a derrière. Ouais, tout à fait, on va peut-être en rester là, dire que c'est un très beau témoignage qu'au cœur de la haine. C'est un témoignage cash, c'est-à-dire que on prend les gens tels qu'ils sont, parfois dans leurs contradictions. Et puis d'ailleurs, il faut rendre hommage à tous ces résistants de terrain parce qu'on découvre quand même des foyers multiples et variés. Et quand on croise ces personnes, on ne sait pas tout le travail qui est le leur au quotidien, ou en tout cas, parfois, on a tendance à le minimiser. Donc, merci Thomas. C'est aux éditions Arcane 17. Ça vient de sortir malgré le confinement et puis ça va vivre longtemps, longtemps, longtemps parce que me semble-t-il, il y a des municipales, il y a des régionales, il y a un débat d'idées et je crois qu'à tous les niveaux, tu tapes juste. À bientôt Thomas alors. Et merci de ton accueil Marie-Pierre et à bientôt. Voilà, et la semaine prochaine, on va revenir sur le polar. On sort un polar collectif, les éditions Arcane 17 pour le centenaire du Parti communiste. Et donc, on recevra Christian Roth, l'acteur, que je découvrirai comme vous, qui a écrit une des nouvelles. Il nous en parlera et il la lira. À bientôt.